Ma mère m'a dit que je n'étais pas la bienvenue dans notre villa en Corse, après que je leur ai acheté une maison à 950 000 euros. Alors, j'ai tout repris pendant leurs vacances. Ce qui s'est passé à leur retour dépasse l'entendement. Ma mère m'a dit que je n'étais pas la bienvenue dans notre villa en Corse, juste après que je leur ai acheté une maison à 950 000 euros. Alors, j'ai tout repris pendant leurs vacances. Ce qui s'est passé à leur retour dépasse l'entendement. Je m'appelle Solène, j'ai 32 ans, et ceci est mon histoire. J'ai bâti une entreprise à partir de rien, une réussite dans le monde de la tech à Bordeaux. Mais le succès, l'argent, la reconnaissance professionnelle, tout cela semble vide quand votre propre famille refuse de vous voir. Leur dernière trahison a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase rempli de décennies de douleur et de mépris. Et ma réponse, ils ne l'ont jamais vu venir. Avant de vous raconter toute l'histoire, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, revenons au début, car pour comprendre ma décision, il faut comprendre les fondations fissurées de ma famille. J'ai grandi à Strasbourg, dans une jolie maison du quartier de Neudorf qui, de l'extérieur, cochait toutes les cases de la famille parfaite. Un petit jardin bien entretenu, des géraniums aux fenêtres, une façade impeccable. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'ai toujours eu l'impression d'être une pièce rapportée, une anomalie dans un tableau soigneusement composé. Mon père, Armel, était cadre supérieur à la Société Générale. Sa carrière était son identité, sa fierté. C'était un homme de chiffres, de certitude, un homme pour qui le monde était noir ou blanc. Dans son équation familiale, il n'y avait de place que pour un seul héritier désigné, mon petit frère, Corentin. Corentin était son reflet, son projet. Moi, avec ma passion dévorante pour les ordinateurs et la programmation dès mon plus jeune âge, j'étais une inconnue, une variable qu'il ne pouvait pas calculer. Il qualifiait souvent mes heures passées devant l'écran de « passe-temps de garçon », une bizarrerie qu'il ne cherchait même pas à comprendre, et qui, je le sentais, le mettait mal à l'aise. Ma mère, Bérénice, était le satellite de mon père. Son unique but était de maintenir la paix, une paix fragile qui dépendait entièrement de l'humeur de son mari. Cela signifiait presque toujours de se ranger de son côté, d'anticiper ses désirs et d'étouffer tout ce qui pourrait le contrarier. Y compris mes besoins, mes rêves, ma simple existence. Le souvenir le plus vif, celui qui a servi de fondation à toutes les injustices futures, remonte à mon 15e anniversaire. On m'avait promis une petite fête. Pas grand-chose, juste mes 3 meilleurs amis, des pizzas, et un gâteau que je voulais faire moi-même. J'étais folle de joie. J'avais passé des semaines à préparer des invitations à la main, à créer une playlist de musique sur mon ordinateur. La veille au soir, alors que je fredonnais en imaginant la soirée, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle n'a pas allumé la lumière. Elle est restée dans l'encadrement de la porte, une silhouette sombre. « Solène, ma chérie, il va falloir annuler ta fête demain. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. « Pourquoi ?» ai-je réussi à murmurer, la gorge nouée. « Corentin veut absolument aller voir un match de foot à Colmar. Ton père pense que c'est une excellente occasion de passer du temps père-fils. » J'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai dit que mes amis allaient arriver, que tout était prêt. Sa réponse a été un mur. « Ne fais pas de scène, Solène. Tu comprends bien que c'est important pour ton frère. » La fête a été annulée. J'ai passé mon anniversaire à regarder par la fenêtre, imaginant mes amis arriver devant une porte close. 2 semaines plus tard, une agitation inhabituelle régnait dans la maison. Des rires, des odeurs de cuisine. Mes parents organisaient une fête surprise pour Corentin, qui venait d'être sélectionné dans l'équipe régionale. J'ai dû aider ma mère à gonfler les ballons et à glacer les petits gâteaux, le cœur lourd, le silence étant ma seule protestation. En regardant mon frère, entouré d'une douzaine d'amis, riant aux éclats sous le regard débordant de fierté de mon père, je me suis posé une question. Une question simple mais terrible, qui allait me hanter pendant des années. Elle est devenue le moteur de ma vie. Je me suis juré de construire quelque chose de si grand, de si incontestable, qu'il ne pourrait plus jamais détourner le regard.
L'université à Bordeaux a été ma grande évasion. Quitter Strasbourg, c'était comme sortir d'une pièce sans air. Pour la première fois de ma vie, je pouvais respirer. Loin du poids constant de leur indifférence, loin de la comparaison incessante avec Corentin, j'ai commencé à exister pour moi-même. Mais la liberté avait un coût. Tandis que Corentin, resté à Strasbourg dans une école de commerce prestigieuse, recevait une allocation mensuelle généreuse pour profiter de sa jeunesse, moi, je devais me battre. Je jonglais entre les cours exigeants de mon cursus en génie informatique et deux petits boulots. Le matin, je préparais des cafés à 6 heures pour les leftos près de la place de la Victoire, et certains soirs, je faisais le service dans un petit bistrot jusqu'à minuit. Je rentrais dans ma chambre d'étudiante de 9 mètres carrés, épuisée, les jambes lourdes, l'odeur de café ou de friture imprégnée dans mes cheveux. Mais je ne me plaignais jamais. Chaque tasse de café servie, chaque nuit blanche passée à coder devant mon vieil ordinateur portable, était une brique de plus à l'édifice que je construisais. Je ne voulais pas seulement un diplôme, je ne voulais pas seulement un bon travail. Je voulais un empire. Un empire si vaste et si brillant qu'il éclipserait la petite agence bancaire de mon père et la modeste carrière de Corentin. C'était ma vengeance silencieuse. C'est pendant ma 2e année, une nuit pluvieuse de novembre, que l'idée m'est venue. Une illumination. En regardant mes propres comptes, en essayant de jongler avec mon maigre budget sur des feuilles de calcul compliquées, j'ai pensé, et si? Et si on pouvait rendre ça simple, intuitif, même amusant? L'idée d'une application de gestion financière personnelle est née. Une application qui parlerait aux gens normaux, pas aux experts comptables. Une application qui pourrait révolutionner la façon dont les gens comme mes parents géraient leur argent et préparaient leur avenir. J'étais électrisée. Quelques semaines plus tard, je suis rentrée à Strasbourg pour les vacances de Noël. Poussée par une naïveté que je maudis encore aujourd'hui, j'ai voulu partager mon enthousiasme. Un soir, dans la cuisine, alors que nous n'étions que tous les deux, j'ai tout raconté à Corentin. Je lui ai dessiné des schémas sur une serviette en papier, je lui ai expliqué le concept, les fonctionnalités, le modèle économique que j'imaginais. Il a écouté d'un air distrait, les yeux rivés sur son téléphone, hochant la tête de temps en temps. Ouais, pas mal, a-t-il marmonné. J'ai cru à de la désinvolture de sa part, à son manque d'intérêt habituel pour mes trucs d'ordinateur. C'était bien plus sinistre que ça. C'était une mission de reconnaissance en territoire ennemi. Le soir du réveillon de Noël, le cauchemar a pris forme. La famille était réunie, oncles, tantes, grands-parents. L'ambiance était festive. Mon père, un verre à la main, a demandé à Corentin où il en était de ses projets ambitieux. Et là, devant tout le monde, avec un aplomb qui me glace encore le sang, mon frère a commencé à décrire mon idée. C'était une version simplifiée, maladroite, dépouillée de toute sa substance technique, mais c'était mon concept. Pour enfoncer le clou, il a ajouté avec un petit sourire suffisant, en me jetant un regard en coin, « Ce n'est pas un truc compliqué sur ordinateur comme les projets de Solène, papa. C'est du concret, du solide. Accessible à tout le monde. » J'ai senti mon sang se retirer de mon visage. Ma fourchette est tombée de ma main, produisant un bruit strident sur mon assiette. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mais, c'est mon idée, ai-je bégayé, la voix étranglée. Le visage de mon père s'est durci, ses lèvres se sont pincées. Arrête de vouloir toujours être le centre de l'attention, Solène. Ton frère a enfin trouvé sa voie, tu devrais le soutenir. Puis ma mère, sentant la tension monter, a ajouté la phrase qui a scellé mon destin dans cette famille, « Ne sois pas jalouse de ton frère, ma chérie. Tu devrais être fière de lui. » Franchement, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez crié, fait un scandale, ou est-ce que vous auriez fait comme moi, encaissé en silence en planifiant votre revanche? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir. Ce soir-là, je suis retournée à Bordeaux le cœur en miettes, mais l'esprit clair. Leurs mots m'ont glacé le sang. Ce jour-là, j'ai compris que mon succès ne serait jamais leur fierté. Ce serait leur menace. Et ils feraient tout pour l'éteindre. La trahison de Corentin a été le catalyseur final. La naïveté a laissé place à une détermination de fer. J'ai coupé les ponts émotionnels. Mes appels à la maison sont devenus rares, brefs, factuels.
Je ne parlais plus de mes projets, de mes espoirs. Je parlais de la météo. Pendant ce temps, en coulisses, je travaillais comme une acharnée. La colère était devenue mon carburant. Chaque ligne de code que j'écrivais était un acte de défi. J'ai passé les 2 années suivantes dans un tunnel. J'ai transformé ma chambre d'étudiante en un véritable quartier général. Le sol était jonché de livres sur l'entrepreneuriat, les murs couverts de post-it et de diagrammes. J'ai affiné mon idée, j'ai appris de nouveaux langages de programmation, j'ai développé le prototype de l'application que j'ai officiellement baptisée « Finance claire ». C'était mon bébé, mon armure, ma déclaration de guerre silencieuse. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien. Mes parents ne sont pas venus à la cérémonie. Corentin avait un séminaire important. Ils m'ont envoyé une carte avec un chèque de 100 €. J'ai utilisé cet argent pour enregistrer officiellement le nom de mon entreprise. C'était symbolique. Au lieu de chercher un emploi stable et rassurant comme il l'aurait voulu, j'ai plongé dans l'inconnu. J'ai utilisé mes maigres économies et un petit prêt étudiant pour louer un bureau minuscule, à peine plus grand qu'un placard, et j'ai commencé l'aventure. Les premières années ont été une épreuve de survie. Je vivais de pâtes au pesto et de conserves de thon. Je dormais 4 heures par nuit sur un vieux canapé que j'avais récupéré dans la rue. Il y a eu des moments de doute terribles, des jours où je voulais tout abandonner. Mais l'image du visage suffisant de mon frère et du regard dédaigneux de mon père me suffisait pour repartir au combat. Lentement, très lentement, les choses ont commencé à bouger. L'application a attiré ses premiers utilisateurs, puis ses premiers articles de blog élogieux. Un petit investisseur a cru en moi. Puis un autre, plus grand. Finance claire a décollé. À 28 ans, j'ai embauché mes premiers salariés. Nous avons quitté le placard pour de vrais bureaux. À 30 ans, mon entreprise était valorisée à plusieurs millions d'euros, avec des bureaux à Bordeaux et à Paris. Et puis, la consécration, j'ai fait la couverture d'un grand magazine économique français, dans leur fameuse liste des 30 de moins de 30 ans qui changent le monde. J'avais réussi. J'avais construit mon empire. J'ai acheté un magnifique appartement en duplex dans le quartier des Chartrons, avec une terrasse qui surplombait la Garonne. J'ai remplacé ma vieille voiture par une berline allemande. Je pouvais m'offrir tout ce que je voulais. Mais le soir, le silence de mon grand appartement était assourdissant. Je me servais un verre de vin d'un grand cru, je contemplais les lumières de la ville, et je me sentais profondément, irrémédiablement seul. J'avais construit cet empire pour leur prouver quelque chose, mais je n'avais personne avec qui le partager. Un soir, après avoir signé le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise, un partenariat stratégique avec la plus grande banque en ligne du pays, l'euphorie était trop forte pour la garder pour moi. J'ai fait quelque chose que je ne faisais plus, j'ai appelé mes parents pour partager une bonne nouvelle. Ma mère a décroché. Maman, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. On a signé avec la banque N26. C'est énorme. Il y a eu un blanc. Puis elle a dit, d'une voix qui semblait s'ennuyer, « Oh, c'est bien, ma chérie. Dis-moi, savais-tu que Corentin a eu une prime de 500 € ce mois-ci? Il a été le meilleur vendeur de son agence. Ton père est si fier, il en a parlé à tout le monde. » Le téléphone m'a presque glissé des mains. 500 €. Mon contrat se chiffrait en millions. Mais dans leur univers, la petite victoire de leur fils écraserait toujours l'empire de leur fille. Assise seule dans mon appartement luxueux, un verre de vin à 100 € à la main, je me suis sentie plus pauvre et plus seule que jamais. J'avais gagné la guerre professionnelle, mais sur le front familial, j'étais en train de perdre lamentablement. Je me suis dit qu'il était temps de changer de stratégie. J'allais lancer une dernière offensive, une offensive de générosité. Je ne savais pas que c'était exactement le piège qu'ils attendaient. Les mois qui ont suivi cette conversation téléphonique ont été une période étrange. J'ai décidé de mettre ma fierté et ma douleur de côté. J'étais une femme d'affaires, après tout. Il fallait aborder le problème familial comme un marché à conquérir, avec une nouvelle stratégie. L'approche frontale, celle de la réussite éclatante, avait échoué. J'allais essayer l'approche de la générosité, de l'utilité. Le déclic est venu par hasard. J'ai croisé une ancienne voisine de mes parents lors d'un déplacement à Strasbourg.
C'est elle qui m'a appris, entre deux banalités, que mon père avait pris sa retraite quelques mois plus tôt. Personne dans ma famille n'avait jugé utile de me le dire. L'ancienne Solène aurait été dévastée. La nouvelle Solène a vu cela comme une opportunité, une porte d'entrée. Au lieu de leur reprocher leur silence, j'ai appelé pour le féliciter. La conversation était guindée, maladroite, pleine de silence pesant. Mais c'était un début. J'ai recommencé à appeler plus régulièrement, une fois par semaine. Je ne parlais plus de mon travail, sauf s'ils posaient la question. Je parlais d'eux, de leur nouvelle vie de retraité. J'envoyais des cadeaux pour leurs anniversaires, pour Noël. Plus de chèques impersonnels, mais des choses réfléchies, un robot de cuisine dernier cri pour ma mère, une collection de livres sur l'histoire pour mon père. Des cadeaux chers, oui, mais qui montraient que j'écoutais leur centre d'intérêt. Puis, un jour, le véritable appel à l'aide est arrivé. C'était ma mère, et sa voix était différente. L'assurance habituelle avait laissé place à une inquiétude palpable. « Ton père ne va pas très bien, Solène. Sa tension est très haute, le médecin s'inquiète pour son cœur. Et, honnêtement, avec la retraite, les fins de mois sont difficiles. La pension n'est pas ce qu'on espérait. Les factures médicales s'accumulent. » C'était la première fois qu'elle m'avouait une faiblesse, une faille dans leur façade parfaite. C'était l'ouverture que j'attendais. J'ai sauté sur l'occasion, mais avec douceur. « Ne vous inquiétez pas, maman. C'est normal d'avoir des soucis. Laissez-moi vous aider. Je m'en occupe. Envoyez-moi tout. » J'ai commencé par payer l'intégralité de leurs frais médicaux. Puis, pour leur éviter l'humiliation de devoir demander, j'ai mis en place un virement mensuel confortable sur leur compte, en leur disant que c'était simplement ma façon de participer, maintenant que j'en avais les moyens. Et puis, la situation de la maison est arrivée. La maison de mon enfance, celle où je m'étais sentie si invisible, devenait leur prison. Le toit fuyait de plus en plus, créant des auréoles sur les plafonds. La chaudière, antique, menaçait de lâcher en plein hiver. Les devis pour les réparations sont exorbitants, m'a dit ma mère au téléphone, la voix brisée par le désespoir. Nous ne pourrons jamais payer. Nous allons devoir vendre et trouver un petit appartement, peut-être en périphérie. L'idée qu'ils puissent finir leur vie dans un petit appartement impersonnel, loin de leurs habitudes, après une vie de travail, m'était étrangement insupportable. Malgré tout le mal qu'ils m'avaient fait, c'étaient mes parents. Je leur ai dit que je prenais le prochain vol pour Strasbourg pour discuter des options. En arrivant, j'ai constaté que la situation était pire que ce que j'avais imaginé. La maison était sombre, elle sentait l'humidité. Mon père, cet homme autrefois si droit et autoritaire, avait l'air perdu, avachi dans son vieux fauteuil. Il avait vieilli, et sa vulnérabilité m'a touché. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel chic et impersonnelle, je n'ai pas dormi. Une idée folle, grandiose, a germé dans mon esprit. Une idée qui allait bien au-delà de la simple réparation d'un toit. Je n'allais pas seulement réparer leurs problèmes. J'allais leur offrir un rêve. Un rêve qui, je l'espérais, me ferait enfin une place dans leur cœur. Le lendemain matin, je leur ai donné rendez-vous dans un café du centre-ville, un terrain neutre. L'air était tendu. Ils s'attendaient à ce que je leur propose un prêt, ou que je paie pour les réparations. J'ai posé ma tasse et je les ai regardés droit dans les yeux. Je ne veux pas que vous répariez cette maison. Je veux vous en acheter une nouvelle. Le silence qui a suivi a été total. Ma mère a écarquillé les yeux, la main devant la bouche. Mon père a froncé les sourcils, son masque de fierté se mettant en place. N'importe quoi, a-t-il grommelé. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Mais son regard fuyait, et j'ai vu l'épuisement derrière sa colère. Ce n'est pas de la charité, papa, ai-je répondu calmement. C'est un investissement. Un investissement dans votre bien-être, votre santé, votre tranquillité d'esprit. C'est ma façon de prendre soin de vous, comme vous avez pris soin de moi. La dernière partie était un mensonge stratégique, mais il a touché sa cible. Il a acquiescé, non pas avec enthousiasme, mais avec la résignation d'un homme qui n'a plus d'autre choix. C'est là que Corentin a fait son entrée triomphale. Apprenant la nouvelle,
il s'est immédiatement positionné comme le fils protecteur, le conseiller indispensable pour ses pauvres parents ignorants. C'est une excellente idée, Solène, a-t-il claironné. Mais il ne faut pas se précipiter. C'est une décision importante. Je vais vous aider à trouver la perle rare. Et c'est ainsi que mon projet est devenu son projet. Mon budget initial était de 500 000 €, une somme déjà folle, mais que je pouvais me permettre sans mettre en péril mes finances. Nous avons commencé les visites. Corentin était toujours là, critiquant tout avec un air d'expert autoproclamé. J'avais trouvé une charmante maison à Neudorf, entièrement rénovée, avec un petit jardin facile d'entretien. Parfaite pour des retraités. Pas assez de cachets, a décrété Corentin. Et le quartier n'est plus ce qu'il était. J'ai ensuite déniché une belle maison moderne près de l'orangerie. Trop froide, sans âme, a-t-il jugé, et mes parents, influençables, hochaient la tête. Ils jouaient un jeu subtil et pervers. Ils faisaient monter les enchères, non pas avec de l'argent, mais avec des désirs. Ils murmuraient à l'oreille de mon père, « Tu te vois recevoir tes anciens collègues ici ? Non, il te faut quelque chose qui a plus de standing. » Il disait à ma mère, « Imagine un peu une cuisine où tu pourrais enfin recevoir toute la famille pour Noël. » Il créait le besoin, l'envie, et me laissait le soin de signer les chèques. Puis, il nous a emmenés dans le quartier de la Roberceau, le plus chic, le plus cher de Strasbourg. Il nous a fait visiter une magnifique maison d'architecte, baignée de lumière, avec un immense jardin paysager. C'était bien au-delà de mon budget. Elle était affichée à 950 000 €. Mes parents étaient comme des enfants dans un magasin de jouets. Ils déambulaient dans les pièces, les yeux brillants, touchant les murs, s'imaginant déjà y vivre. C'est alors que Corentin a porté le coup de grâce. Se tournant vers moi, devant nos parents et l'agent immobilier, il a dit d'une voix forte et claire, « Papa a toujours rêvé d'un bureau avec une grande bibliothèque et une vue sur le parc. On ne peut pas lésiner là-dessus, n'est-ce pas Solène ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. Celui de mon père, plein d'une envie non dissimulée. Celui de ma mère, suppliant. Celui de mon frère, narquois et victorieux. À ce moment précis, la petite voix dans ma tête a crié, « Tu es folle. Tu achètes leur affection. C'est un piège. » Mais en voyant le sourire timide se dessiner sur le visage de ma mère, un vrai sourire que je n'avais pas vu depuis mon enfance, j'ai fait taire cette voix. J'ai choisi de croire à cette illusion. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon banquier. J'ai fait une offre au prix demandé, payable comptant. Le jour où je leur ai remis les clés, ma mère a pleuré en me prenant dans ses bras. Mon père, pour la première fois de ma vie, m'a serré fort contre lui et a murmuré, « Nous ne méritions pas ça. » J'ai cru que j'avais gagné. Le jour du déménagement, Corentin m'a dit à l'oreille, « Finalement, ton argent sert à quelque chose d'utile. » À ce moment-là, j'ai eu un frisson. Mais j'étais trop aveuglé par l'espoir pour comprendre la véritable signification de ces mots. Les mois qui ont suivi ont été un rêve éveillé. C'était comme si l'achat de cette maison avait réinitialisé 30 ans de relations familiales toxiques. La maison a transformé mes parents. Mon père, qui se laissait dépérir depuis sa retraite, a retrouvé une nouvelle jeunesse. Il passait ses journées dans son magnifique bureau à classer ses livres, ou dans le jardin, un passe-temps qu'il s'était découvert. Ma mère, elle, rayonnait. Elle organisait des déjeuners avec ses amis, fière de montrer sa nouvelle cuisine dernier cri et sa terrasse ensoleillée. J'ai reçu plus d'appels et de photos en 6 mois qu'en 10 ans. Des photos de la première rose du jardin, du nouveau canapé qu'ils avaient choisi, deux souriants à pleines dents. Je commençais à y croire. Je me disais que j'avais enfin réussi. L'argent n'avait peut-être pas acheté leur amour, mais il avait acheté leur bonheur, leur tranquillité, et par extension, il m'avait acheté une place à leur côté. J'étais devenue Solène la bienfaitrice, Solène la fille qui a réussi. C'était un rôle, mais j'étais prête à le jouer pour avoir un semblant de famille. Un soir, ma mère m'a appelée, sa voix pétillante d'une excitation que je ne lui connaissais pas. « Solène, nous avons beaucoup discuté avec ton père. Nous ne t'avons jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as fait. Les mots ne suffisent pas. Nous voudrions faire quelque chose de spécial, que nous partions tous en vacances. Une vraie grande réunion de famille. Nous 4, juste nous 4.
Mon cœur a fait un bond si violent que j'ai dû m'asseoir. Nous quatre. Ces mots magiques, ces mots que j'avais désespérément voulu entendre toute ma vie. C'était la validation ultime. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de reconnaissance. Il voulait passer du temps avec moi. Ce serait merveilleux, maman, ai-je répondu, essayant de contenir mon émotion. Bien sûr, Corentin, toujours plein de bonnes idées, a rapidement pris les choses en main. Il faut un endroit exceptionnel pour une occasion exceptionnelle, a-t-il déclaré lors d'un appel à 3. J'ai vu une villa incroyable à louer près de Bonifacio, en Corse. Avec piscine à débordement, vue sur la mer. Le rêve absolu. Le rêve. C'est exactement ce que c'était. J'ai immédiatement dit que je m'occupais de tout, que c'était mon cadeau. Je n'ai reculé devant aucune dépense. J'ai trouvé et loué la plus belle villa de la région, celle que l'on voit dans les magazines de décoration. J'ai réservé 4 billets d'avion en classe affaires pour Strasbourg-Figari. J'ai même pré-réservé les services d'un chef à domicile pour quelques soirées et un bateau privé pour une journée d'excursion dans l'archipel des Lavésies. La facture totale s'élevait à plus de 30 000 €, mais chaque euro dépensé me semblait être un investissement dans mon bonheur futur. Au bureau, j'ai annoncé que je prenais 10 jours de congé consécutifs. Mon assistante a failli s'étouffer avec son café. En 10 ans d'existence de « Finances claires », je n'avais jamais pris plus de 3 jours d'affilée. J'ai travaillé comme une forcenée pendant les semaines qui ont précédé le départ, bouclant tous mes dossiers, déléguant des responsabilités, préparant des plans d'urgence. Je voulais être complètement déconnectée, complètement présente pour eux. Pour la première fois de ma vie, ma famille passait avant mon entreprise. J'étais dans un état d'euphorie constant. J'ai acheté des tenues de vacances, des robes légères, des maillots de bain. J'ai passé des heures à chercher des cadeaux parfaits pour chacun d'eux, que je prévoyais de leur donner là-bas. Une montre de plongée pour mon père, un bijou d'un créateur corse pour ma mère, le dernier casque audio à la mode pour Corentin. Tout était parfait. Les billets étaient imprimés, les valises presque prêtes. J'imaginais déjà nos rires au bord de la piscine, les dîners sur la terrasse face au coucher du soleil. J'étais tellement concentrée sur ce futur parfait que j'ai complètement ignoré le texto qui est arrivé la veille de notre départ. Un texto qui allait faire exploser mon monde en 1000 morceaux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La veille du grand départ. Mon appartement était rempli de l'excitation silencieuse des préparatifs. Ma valise était ouverte sur mon lit, à moitié remplie. J'étais en train de plier une dernière robe d'été, imaginant la porter pour un dîner sur le port de Bonifacio, lorsque mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un message de ma mère. J'ai souri. Je m'attendais à un message pour confirmer l'heure de rendez-vous à l'aéroport, ou peut-être juste quelques mots pour partager son impatience. J'ai ouvert le message. Mon sourire s'est figé. Le temps s'est arrêté. Les mots étaient simples, écrits sans aucune ponctuation émotionnelle, ce qui les rendait encore plus brutaux. D'une cruauté chirurgicale. Ne viens pas demain, Solène. Ton père veut que ce soit juste la famille. Juste la famille. 4 mots. 4 mots qui ont suffi à anéantir des mois d'efforts, des années d'espoir. Le monde s'est mis à tanguer. J'ai dû m'asseoir sur le bord de mon lit pour ne pas tomber. J'ai relu le message. 1 fois. 2 fois. 10 fois. J'étais persuadée que c'était une erreur, une mauvaise blague, que j'avais mal compris. Mon cerveau refusait d'assimiler l'information. Mais les mots restaient là, gravés sur l'écran, implacables. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai eu du mal à composer son numéro. Je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. J'ai essayé mon père. Messagerie. La panique montait en moi, une vague glaciale qui me paralysait, me coupant la respiration. En dernier recours, j'ai appelé Corentin. Il a décroché à la 3e sonnerie, l'air visiblement agacé. On entendait de la musique en fond sonore. Quoi, a-t-il lancé? Corentin, qu'est-ce qui se passe? Maman vient de m'envoyer un message bizarre?
Ma voix était un filet étranglé. Il a soupiré. Un long soupir d'exaspération. Ah, ouais, à propos de ça. Écoute, les plans ont un peu changé. C'est pas grand-chose. Manon vient avec nous. Manon. Sa petite amie depuis 6 mois. Une fille que j'avais à peine croisée. Je ne comprends pas, ai-je répété, comme un automate. Comment ça, elle vient? Il n'y a que 4 billets, 4 places. Maman et papa veulent vraiment apprendre à la connaître, tu comprends, a-t-il expliqué, comme s'il parlait à une enfant. Et la villa n'a que 3 chambres, donc c'était compliqué. Il y a 4 chambres, Corentin, ai-je hurlé, la digue de mon calme venant de céder. J'ai payé pour une villa avec 4 putains de chambres. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, il a repris, la voix légèrement moins assurée. Ah bon? Bah, de toute façon, c'est comme ça. Papa a dit qu'il voulait se détendre, pas avoir l'impression d'être en réunion d'affaires avec toi tout le temps. La phrase m'a frappé en pleine poitrine, comme un coup de poing. Le souffle coupé. C'était donc ça. J'étais une réunion d'affaires. Une obligation. Une source de revenus. Pas une fille. Pas une sœur. Mais c'est moi qui ai tout payé, ai-je crié, les larmes coulant enfin, des larmes de rage et d'humiliation. La villa, les billets, le bateau, tout. Et là, j'ai entendu le son qui a tout brisé. Un petit rire. Un rire léger, méprisant. Considère ça comme ton cadeau de Noël en avance, grande sœur. Tu as tellement d'argent, tu ne le sentiras même pas passer. Allez, je dois te laisser, on doit finir nos valises. Le taxi arrive tôt demain. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, le son de son rire résonnant dans le silence de mon appartement. La douleur était si intense, si physique, que j'ai cru que j'allais vomir. Et dans cette agonie, j'ai revu le visage de la petite fille de 15 ans, seule dans sa chambre le jour de son anniversaire. La même douleur, la même trahison, la même solitude écrasante. Et j'ai compris. J'ai compris que rien n'avait jamais changé. J'avais seulement mis un pansement de billets de banque sur une blessure infectée qui n'avait jamais cessé de suppurer. Quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là, de manière irréversible. Ce n'était pas mon cœur. C'était l'illusion. L'illusion que j'avais entretenue toute ma vie, l'espoir stupide que je pourrais un jour acheter ma place. Libérée de cette illusion, j'étais enfin capable de voir clairement. Et de faire ce qui devait être fait. La douleur a duré 1 heure. 1 heure de sanglots rauques, convulsifs, qui m'ont laissé vider, à bout de souffle, sur le sol de ma chambre. Puis, le déluge s'est arrêté. Il a été remplacé par un calme effrayant. Une clarté d'esprit glaciale que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai cessé d'être une victime. Je suis devenue une stratège. Je me suis relevée, j'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main, et je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes gestes précis et méthodiques. La fille qui pleurait avait disparu. La PDG avait pris le contrôle. Le premier appel a été pour mon avocat, Maître Dubois, que j'ai réveillé en pleine nuit. Maître, pardonnez-moi pour l'heure. J'ai besoin d'une confirmation urgente. La maison que j'ai achetée à Strasbourg pour mes parents. Je suis bien la seule et unique propriétaire sur tous les documents légaux, n'est-ce pas? Aucune clause, aucune promesse de don n'a été signée? Il a mis quelques minutes à vérifier dans ses dossiers numériques. Absolument, mademoiselle Beaumont. L'acte de vente est uniquement à votre nom. Vous en avez la pleine et entière propriété. Parfait, ai-je dit. Merci. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Le deuxième appel a été pour un homme nommé Jean-Marc Dubois. Un magnate de l'immobilier, un vieux loup de mer que mon entreprise avait sauvé d'une faillite quasi certaine 2 ans plus tôt avec un investissement technologique audacieux. Il me devait une fière chandelle, et il le savait. Jean-Marc, c'est solennel. Je vais avoir besoin de cette faveur que vous me devez. Je lui ai expliqué la situation en termes purement commerciaux. J'ai une propriété de luxe à Strasbourg que je dois vendre. Discrètement. Et en moins de 7 jours. Il n'a pas posé de questions. C'était un homme d'affaires. J'ai un client suisse, un industriel,
qui cherche exactement ce type de bien pour une relocalisation immédiate. Il peut payer comptant et signer rapidement pour éviter les tracas administratifs. Considérez que c'est fait. Envoyez-moi les détails. Le troisième appel a été pour une société de déménagement haut de gamme, celle qui s'occupe des expatriations et des successions délicates. Bonjour. J'ai besoin que vous vidiez une maison de 200 mètres carrés à Strasbourg. Tout doit être emballé avec le plus grand soin, chaque objet, chaque vêtement, est placé dans un garde-meubles sécurisé et climatisé. Vous avez 48 heures pour commencer. Le prix n'est pas un problème. La femme au bout du fil, habituée aux demandes inhabituelles des riches, a simplement répondu, nous aurons une équipe sur place demain à 9 heures. Enfin, j'ai réservé le premier vol pour Strasbourg le lendemain matin. J'ai atterri quelques heures à peine après que le vol de ma famille ait décollé pour la Corse. J'ai loué une voiture et je me suis garé au coin de leur rue, la rue de leur maison de rêve. Ma maison. Depuis ma voiture, je les ai regardés partir. Mon père, ma mère, Corentin et sa fameuse Manon, tous tirant leurs valises neuves, riant, visiblement excités à l'idée de leur semaine de farniente au soleil. Payée par moi. Une semaine dont j'étais exclue. Ils n'avaient pas la moindre idée que pendant qu'ils s'envolaient vers leur paradis artificiel, leur monde était sur le point d'être démantelé. Dès que leur taxi a disparu au coin de la rue, j'ai donné le feu vert aux déménageurs. Pendant que leur équipe commençait à emballer méthodiquement la vie qu'ils croyaient leur appartenir, j'ai traversé la maison vide une dernière fois. J'ai touché le plan de travail en marbre de la cuisine que ma mère adorait. J'ai regardé par la grande baille vitrée du salon où mon père aimait lire. En entrant dans son bureau, une vague de doute m'a submergée. Une petite voix a murmuré, « Tu deviens comme eux. » Froide et calculatrice. J'ai senti mes mains trembler. Mon cœur s'est serré. Mais j'ai repensé au rire méprisant de mon frère au téléphone, aux mots cruels de mon père rapportés par Corentin. Et ma résolution est revenue, dure comme le granit. Chaque carton scellé par les déménageurs était un adieu à la fille que j'avais été. La fille naïve qui espérait toujours. À leur retour, ils ne trouveraient pas seulement une maison vide. Ils trouveraient une femme qu'ils ne reconnaîtraient plus. Les 5 jours suivants ont été un balai logistique d'une précision militaire. J'ai dirigé les opérations depuis ma chambre d'hôtel, mon téléphone et mon ordinateur comme seules armes. Le client suisse de Jean-Marc Dubois a visité la maison vide, ce qui a simplifié les choses. Il a été conquis. L'offre a été faite et acceptée dans la même journée. Nos avocats respectifs, stimulés par des primes substantielles, ont travaillé jour et nuit. La vente a été officiellement signée, et les 950 000 € ont été virés sur mon compte 24 heures avant le retour de ma famille. La maison de leurs rêves n'était plus à moi, ni à eux. Elle appartenait à un étranger. Une partie de moi, une partie sombre, aurait pu s'arrêter là. Les laisser revenir devant une porte close, avec de nouvelles serrures, et découvrir le panneau « Vendu ». Mais mon but n'était pas une vengeance cruelle et aveugle. Ce n'était pas de les jeter à la rue. C'était une leçon. Une leçon de pouvoir, de conséquence. Il s'agissait de leur enlever le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur moi, le pouvoir que mon argent leur avait donné par procuration. J'ai donc passé une journée entière à chercher un appartement à louer. Pas dans un quartier malfamé, mais pas non plus dans un quartier prestigieux. J'ai trouvé ce que je cherchais, un 3 pièces propre et fonctionnel dans le quartier du Neuhof, un quartier populaire et sans histoire. Un appartement respectable, mais à des années-lumière du luxe et du standing de la Roberceau. C'était un retour brutal à la réalité, à leur réalité financière sans moi. J'ai signé le bail pour 1 an et j'ai payé l'intégralité du loyer d'avance, pour qu'ils aient le temps de se retourner. J'ai ensuite contacté l'entreprise de déménagement. Je leur ai donné une liste précise. Je leur ai demandé de livrer et d'installer les meubles les plus essentiels depuis le garde-meubles, leur lit, la table de la cuisine et ses chaises, le canapé du salon, la télévision. Assez pour qu'ils puissent vivre, mais pas assez pour qu'ils se sentent chez eux. L'espace serait fonctionnel, mais il respirerait le temporaire, le précaire. Tout le reste, les bibelots, les photos, les livres, les souvenirs resteraient enfermés dans le garde-meuble, comme une métaphore de la vie qu'ils avaient perdue. La veille de leur retour, je suis allée dans cet appartement pour la dernière fois. L'endroit était silencieux, impersonnel.
Sur la table de la cuisine, j'ai laissé une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, il y avait plusieurs choses, soigneusement agencées. D'abord, les 2 jeux de clés du nouvel appartement et le contrat de location à leur nom. Ensuite, une petite carte avec l'adresse et le code d'accès du garde-meuble. Puis, un chèque de banque de 30 000 €, le montant exact que j'avais dépensé pour leurs vacances de rêve. Ce n'était pas un cadeau. C'était un remboursement, le solde de tout compte de notre relation transactionnelle. Enfin, il y avait une lettre. Une seule page, tapée à l'ordinateur, sans aucune formule de politesse. Elle disait: puisque je ne suis pas considérée comme faisant partie de la famille, les cadeaux que j'ai faits à la famille n'ont plus lieu d'être. La maison a été vendue. Voici votre nouvelle adresse pour l'année à venir. L'argent ci-joint devrait vous aider pour la transition. Le reste de vos affaires est en sécurité. Notre relation, quelle qu'elle soit, est désormais terminée. Ne cherchez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur. Solène. J'ai posé l'enveloppe bien en évidence au centre de la table. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement, puis j'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. J'ai quitté Strasbourg ce jour-là, sentant un poids énorme, celui de 30 années d'attente, s'enlever de mes épaules. Je ne savais pas quelle serait leur réaction exacte, mais j'allais bientôt le découvrir. Les appels ont commencé 3 jours plus tard, au milieu de ma réunion avec le conseil d'administration. Le premier appel est arrivé pendant que je présentais les résultats trimestriels à mon conseil d'administration. Le nom de mon père s'est affiché sur l'écran de mon téléphone, posé face cachée sur la grande table en verre. J'ai senti une vibration, mais je n'ai pas bronché. J'ai continué ma présentation, ma voix claire et assurée. Quelques minutes plus tard, une autre vibration. Ma mère. Puis une autre. Corentin. J'ai continué à dérouler mes diapositives, impassible. Le manège a duré toute l'après-midi, une série de vibrations fantômes qui ne m'atteignaient plus. À la fin de la journée, quand j'ai enfin regardé mon téléphone, j'avais 27 appels manqués et une 50aine de messages vocaux et de textos. J'ai écouté le premier message vocal, celui de ma mère. C'était des hurlements, des sanglots, un flot de paroles incohérentes. J'ai écouté celui de mon père. Sa voix était rauque de colère, pleine de menaces confuses. J'ai lu les textos de Corentin. Une avalanche d'insultes. Garce, folle, tu vas nous le payer. Ce qui m'a frappé, c'est l'absence totale de remise en question. Pas un seul message ne demandait « Pourquoi as-tu fait ça ?» Seulement « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Leur monde tournait toujours autour d'eux-mêmes. J'ai effacé tous les messages sans en lire davantage. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve, le sommeil de celle qui a enfin mis un point final à un livre qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Le lendemain, la véritable tempête a éclaté. Je travaillais à mon bureau quand mon interphone a sonné. C'était l'agent de sécurité du hall de mon immeuble. Mademoiselle Beaumont, excusez-moi de vous déranger. Il y a 3 personnes ici qui demandent à vous voir. Un certain Armel, une Bérénice et un Corentin Beaumont. Ils disent être votre famille. Ils sont très insistants. Mon cœur a fait un bond, mais ma voix est restée parfaitement calme. Bonjour. Ces personnes ne sont pas les bienvenues. Je ne suis pas disponible pour les recevoir. Veuillez leur demander de quitter les lieux. Il y a eu une pause. Ils refusent de partir, mademoiselle. Ils crient. Dans ce cas, ai-je répondu froidement, veuillez suivre la procédure et appeler la police pour trouble à l'ordre public. Ils ont fini par partir avant l'arrivée de la police, après avoir hurlé des insultes que tout le hall a dû entendre. La semaine suivante, ils ont changé de tactique. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix suave et professionnelle s'est présentée. « Bonjour, mademoiselle Beaumont. Maître Thibault à l'appareil. Je représente vos parents, monsieur et madame Beaumont. Nous vous appelons concernant la vente frauduleuse et illégale de leur propriété principale. » J'ai failli rire, mais je suis resté de marbre. Maître, ai-je répondu d'une voix posée et précise, je crois que vous et vos clients faites erreur. J'ai vendu ma propriété. Mon nom, et uniquement le mien, figure sur l'acte de vente.
J'ai payé cette maison avec mes fonds propres, comme mes relevés bancaires peuvent l'attester. Il a commencé à bafouiller, parlant de don verbal, de contrat moral et familial. Je l'ai interrompu sèchement. Un contrat moral, maître? Le contrat a été rompu unilatéralement par vos clients lorsqu'ils m'ont explicitement et par écrit exclu de leur définition de la famille. Par ailleurs, loin de les abandonner, je leur ai fourni un logement décent payé pour une année complète et une somme substantielle de 30 000 € pour faciliter leur transition. Je pense que n'importe quel tribunal jugera mes actions non seulement parfaitement légales, mais extraordinairement généreuses compte tenu des circonstances. J'ai ajouté, pour porter le coup de grâce, maintenant, si vous avez l'intention d'engager une procédure futile, sachez que je n'hésiterai pas à rendre cette histoire publique. Je me demande ce que les clients et la direction de la Société Générale penseraient d'un de leurs anciens cadres qui a tenté d'extorquer une maison à sa propre fille. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je vois, a-t-il finalement dit. Je leur transmettrai votre position. Il n'a jamais rappelé. J'ai cru que c'était la fin. J'ai bloqué leur numéro et j'ai continué ma vie. Pendant des mois, ce fut le silence. Un silence bienvenu. Puis, un matin d'avril, une lettre est arrivée. L'écriture sur l'enveloppe était celle de ma mère. Et ce qu'elle contenait allait me bouleverser d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. Mon premier réflexe a été de la déchirer, de la jeter sans l'ouvrir. Pourquoi rouvrir une porte que j'avais mis tant de force à fermer à double tour? Une partie de moi voulait rester dans cette forteresse de colère et de résolution que j'avais mis tant de soin à construire. C'était un endroit sûr. Mais la curiosité, ou peut-être un dernier vestige de la petite fille qui espérait encore, l'a emporté. J'ai ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier, mes gestes lents et délibérés. À l'intérieur, 5 pages de papier à lettres, couvertes de l'écriture tremblante et penchée de ma mère. Une écriture que je connaissais par cœur. Elle ne commençait pas par des excuses, ce qui, étrangement, m'a incité à continuer à lire. Elle commençait par une reconnaissance de ma colère. Solène. Pendant des semaines, je t'ai haï. Je t'ai traité de monstre, de fille ingrate et sans cœur. J'ai dit à tous ceux qui voulaient l'entendre que tu avais détruit nos vies sans raison. Je me suis enfermée dans cette colère, car elle était plus facile à supporter que la honte. Mais le silence qui a suivi, ton silence total et absolu, m'a forcé à affronter une vérité que j'ai passé ma vie à ignorer. Elle racontait qu'après le choc initial, Corentin étant retourné à sa petite vie et mon père s'étant muré dans une fureur amère, elle s'était retrouvée seule avec ses pensées dans le nouvel appartement. Le vide et le silence l'avaient poussée à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, demander de l'aide. Elle avait commencé à voir un thérapeute. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un d'extérieur, de neutre, lui avait tenu un miroir. Et l'image qu'elle y avait vue l'avait horrifiée. Elle a écrit sur la dynamique toxique de notre famille, avec des mots qui n'étaient pas les siens, des mots qu'elle avait appris, négligence émotionnelle, favoritisme, parentification inversée. Elle a admis avoir toujours favorisé Corentin, non pas, disait-elle, parce qu'elle l'aimait plus, mais parce qu'il était plus simple, moins intimidant, plus malléable. Il était le reflet des ambitions modestes de mon père. Ton succès, ta force, ton indépendance, nous faisaient peur, écrivait-elle. Ton père, qui a bâti sa vie sur des règles anciennes et un monde qu'il comprenait, ne pouvait pas appréhender ton univers. Il ne voyait pas une fille qui réussissait, il voyait un reproche vivant, une remise en question de ses propres choix. Et au lieu d'essayer de te comprendre, il t'a rejeté. Et moi, j'ai été lâche. J'ai suivi le mouvement, parce que c'était plus facile que de lui tenir tête et de risquer de perdre la seule sécurité que j'ai jamais connue. Elle a ensuite parlé de la maison. Nous étions tellement aveuglés par le luxe, par le statut social que cette maison nous offrait, que nous avons oublié d'où elle venait. Nous avons oublié que c'était un cadeau de ta part. Nous l'avons pris comme un dû. Et Corentin, voyant notre faiblesse, a joué de nos cordes les plus vaines. Puis elle est arrivée à la Corse. Quand j'ai écrit ce texto, je me suis menti à moi-même. Je me suis persuadée que c'était pour faire plaisir à ton père, pour intégrer Manon. La vérité, c'est que j'avais peur. J'avais peur de passer 10 jours avec toi, loin de nos routines, loin de nos distractions.
J'avais peur que nous soyons forcés de voir à quel point nous t'avions négligé, à quel point tu étais devenue une étrangère. C'était plus facile de t'exclure que d'affronter notre échec en tant que parent. Le dernier paragraphe a fait couler les larmes que je ne pensais plus avoir. Ton père et ton frère ne changeront jamais. Ils sont murés dans leur colère et leur sentiment d'injustice. Mais moi, grâce à toi, grâce à ce choc terrible, j'ai commencé à changer. Je ne demande pas ton pardon, car ce que nous avons fait est impardonnable. Je ne demande pas à revenir dans ta vie. Je t'écris juste pour te dire que maintenant, enfin, je te vois. Et je suis tellement désolée, ma fille. Cette lettre n'a pas effacé les 30 années de douleur. Elle n'a pas réparé notre relation brisée. Mais elle m'a offert quelque chose d'inestimable, quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais, une validation. Une reconnaissance. La paix. Je n'ai jamais répondu. Mais j'ai gardé cette lettre précieusement. Elle ne m'a pas rendue une mère, mais elle m'a permis de faire le deuil de celle que je n'avais jamais eue. Elle n'a pas réparé le passé, mais elle m'a donné la permission de le laisser derrière moi. J'étais enfin libre. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis ce que j'appelle en secret la grande reprise. Ma vie est radicalement, profondément différente. Finance Claire est plus prospère que jamais, mais l'entreprise n'est plus le centre de mon univers. Elle n'est plus mon armure, ni mon arme. J'ai appris à déléguer, j'ai promu une équipe de direction brillante et loyale. J'ai appris à prendre du temps pour moi, à voyager non pas pour le travail, mais pour le plaisir. L'argent n'est plus un moyen de prouver ma valeur, c'est un outil. Et j'ai décidé de l'utiliser pour construire quelque chose de plus significatif qu'un simple empire financier. L'année dernière, j'ai créé la fondation Nouveau Départ. Elle offre des bourses d'études et un programme de mentorat intensif pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes femmes dans la tech qui, comme moi, viennent de milieux où on ne les a jamais encouragés, où on n'a jamais cru en eux. Je passe plusieurs heures par semaine à les coacher, à partager mon expérience, à les voir grandir et prendre confiance en eux. Voir la lueur de la réussite dans leurs yeux, recevoir leurs messages de gratitude, me procure une joie bien plus profonde et plus authentique que n'importe quel contrat signé ou n'importe quelle couverture de magazine. Je n'ai plus jamais parlé à mon père ni à mon frère. D'après ce que j'ai entendu indirectement, mon père s'est aigri et vire plus. Corentin a quitté son emploi à la banque après une altercation et enchaîne les petits boulots, toujours convaincu que le monde est injuste avec lui. Ma mère et moi, nous nous échangeons un email poli à Noël et pour nos anniversaires respectifs. Elle est restée dans l'appartement que j'avais loué. Elle m'a raconté qu'elle travaillait à temps partiel dans une librairie du quartier et qu'elle s'était découvert une passion pour le jardinage dans un jardin communautaire voisin. Elle ne demande jamais rien. Notre relation est distante, fragile, mais elle est honnête. C'est tout ce que je pouvais espérer, et c'est suffisant. Ma vraie famille, je l'ai construite, pièce par pièce, au fil des ans. Elle est faite de mes amis les plus proches, qui m'ont soutenu dans les pires moments. Elle est faite de mes collaborateurs qui sont devenus des confidents, des alliés. Elle est faite des jeunes que je coache et qui me le rendent au centuple par leur énergie et leur reconnaissance. L'été dernier, j'ai acheté une grande maison au Cap Ferret, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour la partager. Chaque week-end ou presque, elle est remplie de rires, de conversations animées, de vie. Assise sur la terrasse, un soir, entourée de ces personnes qui se soucient vraiment de moi, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie, un sentiment d'appartenance. Pendant des années, j'ai essayé de forcer une porte qui était verrouillée de l'intérieur. J'ai essayé de la défoncer avec l'argent, avec le succès. La plus grande liberté de ma vie, ce fut de comprendre que je n'avais pas besoin de cette porte. Je pouvais construire ma propre maison, avec mes propres règles, et n'inviter que ceux qui méritaient vraiment d'y entrer. La leçon la plus dure, mais aussi la plus libératrice, que j'ai apprise est que l'amour et l'appartenance ne s'achètent pas. La vraie famille, ce n'est pas forcément celle du sang. C'est celle qui vous choisit, qui vous respecte, qui vous élève et qui célèbre vos victoires comme les siennes. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez déjà ressenti ce besoin de vous battre pour votre place, ou si vous avez dû prendre une décision difficile pour vous protéger et préserver votre santé mentale, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, et savoir que l'on n'est pas seul peut faire toute la différence.
N'oubliez jamais de vous aimer assez pour vous éloigner de ceux qui refusent de voir votre valeur. Et si cette histoire vous a touché, un petit pouce bleu est toujours grandement apprécié et aide ma chaîne à grandir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.